Bonjour à tous et merci d'être en direct et puis dans la salle. Nouvelle conférence sur comment mettre en place une stratégie bas carbone. Je suis Éric Roubert, rédacteur en chef d'Arts et Métiers Magazine et je vais vous présenter mes invités. Donc Guillaume Buffet. Bonjour à tous, bonjour Éric. On se présente nous-mêmes ? Totalement, ouais. Donc, je suis chroniqueur aux côtés d'Éric chez Arts et Métiers Magazine et puis éditeur d'une solution technologique qui s'appelle Motherbase, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Guillaume. Bonjour à tous, Guillaume Cailleux de Schneider Electric. Je suis directeur des relations industrielles et territoires pour la France. Mais ici, je viens au titre du comité stratégique de filière NSE, Nouveau Système Énergétique. Voilà, je remplace quelqu'un au pied levé. Donc, je n'ai pas le droit de parler de Schneider, donc je vous en donne deux mots maintenant. Bon, Schneider, c'est un leader mondial de solutions électriques et numériques pour la transition énergétique sur le bâtiment, les réseaux, les data centers et l'industrie. 150 000 personnes dans le monde, 15 000 en France, 5 000 en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 1 500 R&D. Voilà, donc Auvergne-Rhône-Alpes est une grosse région pour Schneider avec notamment 8 usines et 3 centres d'innovation. Éric Bourdon. Bonjour, Éric Bourdon, directeur général adjoint du groupe Vicat, en charge des sujets industriels, énergie, innovation et stratégie climat. Le groupe Vicat est implanté dans plusieurs pays, on le verra peut-être tout à l'heure, mais aussi beaucoup en France et notamment, pareil, en Auvergne-Rhône-Alpes. Philippe Roux. Bonjour, Philippe Roux, directeur commercial business développement de la société SLAT, société lyonnaise, fabricant d'équipements électroniques de sécurité. Et donc, on a initié depuis 2015 une démarche visant à limiter notre empreinte carbone en tant que PME. Alors, pour commencer, en avant, on voulait vous présenter une étude donc, qui sort du logiciel des data de Motherbase. L'idée, c'est de vous montrer un instantané photographique sur la France et l'Europe en matière de décarbonation. Guillaume, je vous laisse en parler. Eh bien, bonjour à tous. En effet, beaucoup de sujets autour de l'industrie de la décarbonation et des startups dont je souhaiterais vous parler quelques instants, puisque c'est mon cœur de préoccupation au quotidien. Vous voyez ici une cartographie que j'ai publiée hier des 14 000 startups françaises. Donc derrière chacun de ces logos, il y a des équipes qui s'impliquent pour faire bouger les industries de façon générale et en fait toutes les thématiques. Mais plus précisément, et c'est l'objet aujourd'hui, on va regarder le cas des startups et des PME innovantes qui s'impliquent dans la stratégie bas carbone. En une seconde, concernant la solution techno, mais vous entendez tous parler beaucoup d'intelligence artificielle tout le temps. Et bien ici, vous allez pouvoir voir les résultats concrets de ce que ça fait, puisqu'on analyse au quotidien des dizaines de milliers d'acteurs dans le monde, 130 000 startups, et leurs interactions avec plus de 2500 grands comptes. Il y a 4000 mises à jour de fiches au minimum qui se font toutes les nuits. On analyse 20 millions de tweets, etc. Donc vous imaginez que tout ça ne peut pas être fait avec des cerveaux humains tout seuls, parce que ça demanderait beaucoup trop de temps. Et notre métier, c'est finalement de libérer toute la partie automatisable amont pour que les gens utilisent leur cerveau pour ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire analyser, réfléchir, etc. Donc en quelques secondes, l'outil permet, quel que soit le sujet qui m'intéresse, de faire une recherche quasiment instantanée. Donc ici, je recherche les clean tech et les green tech en Europe. Je trouve 3750 solutions. Je vois immédiatement où est-ce qu'elles se trouvent partout en Europe. Et pour chacun de ces petits points, j'ai une fiche qui décrit qui est l'entreprise, qu'elle fait de beau dans la vie, avec qui elle interagit. Et donc, comme on parle de sujet start-up, en effet, comment est-ce qu'elle accompagne des grandes organisations dans les sujets, en particulier de décarbonation. Et donc, on a été demandé à l'outil, dis-moi, Motherbase, est-ce que la décarbonation est une réalité pour les startups et les PME innovantes en Europe? Eh bien, donc, parmi les 3800 solutions que je mentionnais juste avant, on en a identifié plus de 500 qui répondent précisément aux enjeux de décarbonation. Et immédiatement, on se rend compte que ça n'est pas que des sujets d'énergie. On va y revenir derrière. Mais on voit une
petite cartographie qui s'est générée automatiquement avec ces différents acteurs. Et puis derrière, on va dire, OK, en Europe, c'est bien, mais où est-ce qu'elles sont, ces startups? Donc on se rend compte, et ça c'est un sujet, je suis aussi administrateur de la Fédé du numérique qui s'appelle Numéum, et là on se rend compte, on est extrêmement sollicité par les autres pays européens parce que la France, pour une fois, on peut être fier de nous, une vraie avance dans son écosystème de start-up au niveau européen, et les autres pays européens viennent nous demander comment est-ce qu'on fait pour être aussi dynamique et efficace dans ce domaine. Voilà, donc la France est en avance. Alors il y a un petit biais parce que dans mes outils, j'ai commencé par analyser la France, donc j'ai forcément une part de l'échantillon qui est supérieure. Donc derrière, On ne triche pas quand même. ah non, ça on ne triche pas. En fait, comme il n'y a pas d'intervention humaine, je ne sais pas encore faire tricher les algorithmes, même si finalement ils ne décident rien tout seuls. Hein. C'est la façon dont on les a codés, mais voilà, on ne triche pas. Voilà, et d'où ce deuxième graphique qui regarde la proportion des startups dans la décarbonation sur l'ensemble des startups de chacun des pays. Et là, on voit que, eh bien, comme on en a énormément des startups en France, la part de la France est finalement pas si élevée que ça, et on se rend compte que les pays nordiques sont extrêmement impliqués dans ce domaine, hein, quasiment une start-up sur 3 dans les pays nordiques dédiée à ces sujets de décarbonation. Alors après, on va plus loin. On dit, Motherbase, est-ce que tu peux regarder dans les propositions de valeur, donc le descriptif, le pitch, comme on dit en bon français, de l'ensemble de ces sociétés qui s'impliquent dans la décarbonation, de quoi elles parlent, qu'est-ce qu'elles font? Et vous voyez tous ces mots-clés ici, des hashtags de ces différentes solutions. Et là encore, on se rend compte que, alors vous n'aurez peut-être pas le temps de lire les 50, mais qu'il n'y a pas que du tout des histoires d'énergie. La preuve, on réorganise cette information sous forme de cartographie qui a été générée automatiquement par les algos et qui vous dit, bien sûr, il y a une grosse composante énergétique dedans, mais il y a plein d'autres sujets proposés par l'écosystème des startups liés à la décarbonation. Bref, la décarbonation, ça n'est pas que la gestion de la consommation énergétique de l'entreprise. Il y a énormément de sujets et de solutions dans une nouvelle façon de gérer ces appros. Il y a énormément de solutions et de sujets autour de la gestion de l'usine, de la conception des produits, de la logistique, de la façon dont on travaille au siège de l'entreprise. On a mis ici quelques exemples, mais derrière chacun de ces exemples, il y a énormément de startups qui amènent beaucoup de solutions. Alors bien sûr, à la fin, la part, surtout dans la mesure des scopes 1, 2, 3, de la gestion énergétique sera extrêmement importante. Mais pensons au fait que la gestion de la transformation énergétique, ça va prendre des années. Et plutôt que d'attendre, réfléchissons à comment engager chacun des collaborateurs de chacune des entreprises dès demain matin dans ces sujets, dans son domaine de compétences. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose de fantastique à faire avec l'open innovation et les startups, parce qu'on peut avancer très vite sur plein de sujets. Donc voilà, peut-être que ça secoue un petit peu quelques convictions, mais petit éclairage amont. Et si vous voulez regarder un peu plus en détail le sujet des startups françaises qui s'impliquent dans les solutions pour le climat, vous pouvez scanner le QR code et c'est un site qui est ouvert au public qu'on a annoncé cette semaine autour de cette thématique. Voilà, sachant que vous pouvez retrouver les chroniques de Guillaume tous les 2 mois avec autant de data qui sont assez riches et riches d'enseignements. Petite réaction, petit tour de table. Là. Vous en pensez quoi là? C'est à chaud. Eh ben pour la transition, oui, la décarbonation, ce n'est pas que l'énergie, mais c'est surtout l'énergie. Et ça va être mon déroulé plus tard. Éric Bourdon. Alors ça n'est pas que l'énergie, je le confirme, puisque dans le monde du ciment, le CO2 qui est émis aux cheminées, c'est seulement 1/3 pour le scope 1 lié à l'énergie et 2/3 lié à du CO2 de process, ce qui est la décarbonatation du calcaire. Donc on a énormément de travail aussi sur ces sujets-là, entre autres. Philippe Roux. Alors, moi, je ne suis pas start-up, mais on se considérait un peu comme une start-up de 70 ans. Donc, ça me fait plaisir de voir ça. Effectivement, c'est important. Et nous, en tant que constructeurs, on va aussi travailler non seulement sur l'impact de l'usine, scope 1 et 2, parce qu'on fabrique à Lyon, okay, mais on va aussi travailler sur le scope 3, d'où on fait venir nos composants. J'ai des fournisseurs qui sont aussi présents sur ce salon, parce qu'ils sont plus proches de l'usine. Donc, l'impact carbone, il vient aussi... Où est-ce qu'on fabrique les sous-ensembles? Quel mode de transport on utilise pour les faire venir? Comment nos collaborateurs viennent travailler, par exemple? Donc tout ça, c'est... Après, il faut le monitorer. Alors,
Guillaume Cailleux, on a bien compris que vous aviez 2 casquettes, et là, vous venez avec une casquette aujourd'hui sur le CSF. En quelques mots, pouvez-vous nous en parler? Et puis après, Alors, je pense qu'il faut demander aux gens en régie, Voilà, parfait. De nous parler un petit peu de la plateforme. Désolé pour cette... voilà. Oui, donc le CSF, donc Comité stratégique de filière, c'est une initiative publique qui date de 2010, qui a pour vocation de développer l'industrie en France. Ces associations réunissent à la fois les industriels, l'État et les organisations syndicales. Et notre stratégie au sein du CSF NSE, donc il y a une vingtaine de CSF. On a le CSF du bois, du textile, de l'aviation, du luxe. Nous, c'est l'énergie qui a pour vocation de transformer la transition énergétique en opportunité de réindustrialisation en territoire. Voilà. Et nos travaux couvrent les ENR, le stockage de l'énergie, l'électrification, l'efficacité énergétique et les réseaux. Et le cœur de ce qui nous anime, ce sont les technologies de décarbonation. Et on est là au moment où on veut passer à l'échelle. Alors, c'est le sujet de la présentation. Je veux vous parler de l'initiative qui s'appelle Je décarbone, tout simplement, qui, à la base, et sur le podium, réunit une trentaine d'industriels et d'associations partenaires. Alors, c'est une approche concrète pour agir sur la transition énergétique. Elle est, comme ici au salon, axée business et opérationnelle. Donc, l'objectif, c'est de facilement nouer des contacts entre les pourvoyeurs de solutions de décarbonation et les émetteurs de besoins. Donc, avec pour objectif de diffuser largement des solutions pratico-pratiques et pour accompagner la cible. La cible, ce sont non pas les grands groupes qui sont, comme mon voisin, je pense, autonomes sur le sujet, mais la cible est PMI et ETI, et les accompagner, les stimuler dans leur projet de décarbonation et d'efficacité énergétique. Un autre effet induit de cette initiative, c'est de créer une filière nationale de décarbonation et, qui sait, il y en a déjà, faire émettre des champions de la décarbonation. Donc il y a 2 tactiques. Là, il y a 3 points, mais il y a 2 tactiques. La première, c'est un site web et une plateforme. On va en parler. Et la seconde, ce sont des rencontres en région. Alors, j'ai passé rapidement. La plateforme, elle matérialise le point de rencontre entre les offreurs de solutions et les émetteurs de besoins. On y renseigne son profil, on y référence ses solutions. Donc c'est un peu le compas de la décarbonation. Il y a déjà 1000 inscrits, c'est tout chaud. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est de novembre dernier. Les développeurs économiques ou les associations y ont aussi leur place. Elle est publique, elle est gratuite, son nom est facile à retenir, elle est ouverte à tous. Donc allez-y, mettez vos solutions de décarbo, vous en avez en visibilité, ou allez chercher des besoins existants. Donc premier axe, cette plateforme. Et derrière, les journées en région, je vous l'ai dit, on cherche, donc CSF égale territoire. Donc le deuxième axe, ce sont ces rencontres en région. La première a eu lieu il y a 2 semaines en Nouvelle-Aquitaine. Alors justement, à chaud, là, c'était comment et l'ambiance de travail? Eh ben, c'était waouh, parce qu'on s'attendait à
une soixantaine de participants. Il y a eu 200 entreprises représentées. Et donc c'est une première qui nous sert de benchmark parce que l'idée est d'avoir une rencontre en région tous les 2 mois. Auvergne-Rhône-Alpes est prévue et calée sur septembre-novembre. On est en train de se caler avec la région justement et d'autres organisations régionales. Donc gros succès, je pense un déroulé qui fait ses preuves, mais une des solutions de réussite est vraiment de faire appel aux entreprises et aux acteurs locaux. On a la CCI locale, on a l'ADEME, on a les pôles de compétitivité, d'autres clusters, et donc le CSF NSE avec les entreprises membres va aller chercher, convier les ETI, les PMI en mal de décarbonation. Pour ces entreprises, elles ont 2 obligations immédiates et urgentes. C'est bien de baisser la facture d'énergie qui a pris un shoot là, ces derniers mois, et cette obligation aussi de décarbonation, on viendra à la SNBC peut-être plus tard. Voilà, donc le déroulé, tout d'abord, ce sont des témoignages de ceux qui ont déjà opéré de la décarbonation. On a ensuite une présentation de parcours type, donc on initie avec des échanges didactiques et pédagogiques sur quelles sont les solutions de décarbonation, quels sont les acteurs pour les accompagner, et on termine aussi par un mapping des solutions de financement. J'ai peut-être utilisé mon temps de parole. Non, c'est bon. Donc trois mots sur le mode d'emploi, le parcours de décarbonation. Je vous l'ai dit, hein, les ETI, PMI, hélas, ne sont pas toutes staffées pour adresser ces deux contraintes et opportunités que sont efficacité énergétique, baisse de la facture et décarbonation. Donc ici, on a, pendant la journée sur le terrain, une explication, une présentation des solutions de décarbonation avec tous les acteurs. Ce slide, enfin cet outil est présent aussi sur la plateforme Je décarbone. Et vous voyez ici tout l'enchaînement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on a référencé derrière chaque barre les acteurs présents localement ou nationalement pouvant accompagner, apporter des solutions. Et ensuite, je l'ai dit en intro, on est quand même dans une démarche business pour que les ETI, PMI aillent se mettre en contact avec leurs pairs. Ça peut être des petites boîtes, ça peut être des startups. Certaines sont référencées déjà sur la plateforme pour aller chercher de l'expertise à travers les spécialistes décrits ici après. Voilà, on a un gros morceau techno. Techno, ce sont simplifiés. Alors c'est mieux présenté sur le site internet, ça c'est un petit peu fait à l'arrache ici. On a référencé toutes les solutions. On prétend presque être exhaustif dans notre approche. Toutes les solutions technologiques dispo pour décarboner une industrie. Donc si on regarde toutes les couleurs en bas à droite, on part du centre et on voit ici le process industriel et donc les besoins à décarboner, et autour gravitent toutes les solutions décarbo. Ça ne s'arrête pas aux panneaux photovoltaïques, hein. Il n'y a pas que ça, au contraire. Il y a plein d'autres solutions. Il y a géothermie, le stockage, le pilotage énergétique. Donc là, on peut avoir un pilotage énergétique du bâtiment, de l'industrie, comme celui des process, puis l'hydrogène et plein d'autres. Alors, ce sont des solutions pour consommer moins, je décarbone direct, pour consommer mieux, donc aller chercher l'énergie au bon endroit pour avoir une énergie décarbonée, et pour consommer au bon moment avec de la flexibilité. Voilà, donc sur la plateforme, on n'a pas encore fait le lien entre tous les pavés colorés de solutions et les acteurs, mais c'est en cours, hein.
On a aussi un atelier, je termine là-dessus, sont conviés à nos journées de Je décarbone en région des experts du financement. Il y a un panel de solutions. Les grands groupes s'y perdent. Alors les entreprises plus... Ouais, tant mieux aussi, il y a foison de solutions publiques ou privées. Voilà, et ça évolue. Donc les solutions sont présentées, je le disais, pendant ces journées. Et ce panorama évolue en temps réel dès qu'il y a un nouveau véhicule de financement. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire, que vous ayez une solution de décarbonation de l'industrie à mettre en visibilité, c'est immédiat. Je vous invite aussi à vous inscrire pour aller voir ce qui existe et aussi pour vous projeter sur une prochaine journée de décarbo. On attaque bientôt sud, donc ça va être autour de Marseille. Et chacune de vos inscriptions vient ici renforcer la filière de décarbonation française, donc en création. Merci beaucoup. Éric Bourdon, dans la précédente slide, il y avait un gros pavé chaleur. Quand on est cimentier, on fait de la chaleur. On en produit beaucoup. Ouais, tout à fait, oui. En tant que cimentier, en tant qu'industrie lourde, on consomme beaucoup de chaleur. Il y a de la chaleur dite fatale que l'on sait maintenant réutiliser de manière optimale. Et je pourrais revenir dessus. Mais en première réaction sur les deux premières présentations, ce qui est extrêmement important, je crois, à retenir, c'est que la décarbonation, ça se fait pas tout seul, effectivement. Et donc, c'est le genre d'outils et d'organismes ou d'outils d'intelligence artificielle qui sont extrêmement importants, même pour des grands groupes dont on suppose qu'ils ont beaucoup de moyens, mais en fait non, on se retrouve très vite tout seul avec une responsabilité énorme pour se décarboner. Et donc heureusement qu'il y a ces organismes, ces outils pour pouvoir trouver autour de nous, sur nos territoires, les autres acteurs avec lesquels on peut se décarboner tous ensemble. Alors, chez Vicat, il y a beaucoup de solutions, d'innovation autour de la décarbonation en ce moment. L'actualité un petit peu. On a effectivement beaucoup d'actions. Je peux peut-être passer allez-y. quelques slides, et surtout pour en utiliser une. Pas celle-là, mais c'est une très belle toupie. C'est moteur gaz naturel et toupie électrique qui ne fait pas de bruit, voilà. Donc, tout d'abord, le Vicat a démarré en fait en 1817 avec l'invention du ciment artificiel. C'est toujours la même formulation à quelque chose près qui est utilisée aujourd'hui. On a fêté le bicentenaire, bien sûr, en 2017 de cette invention, et c'est toujours la famille Vicat qui a le contrôle de la société avec plus de 60% des parts. Et c'est extrêmement important parce que ça donne de la visibilité. D'habitude, c'est une très mauvaise image. Hein. Je donne l'image d'un vieux monsieur d'il y a 200 ans. Moi-même, je suis en cravate, je suis un bonhomme, j'ai plus de 50 ans. Mais en fait, non. Ça a démarré par une invention, une innovation qui est encore très présente et que nous poursuivons, bien sûr, pour la faire évoluer. Bon, le Vicat, c'est gros, c'est 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, quasiment 10 000 collaborateurs répartis sur 12 pays. En France, c'est à peu près 2500 collaborateurs, avec une très forte présence en région Rhône-Alpes et 3 activités principales, mais on en a beaucoup. Mais les principales sont le ciment, le béton, le granulat. Voilà, donc on a bref de quoi agir. Nos 12 pays d'implémentation, vous les voyez ici sur la carte, hein, donc nous sommes répartis à peu près partout sur les continents. On a bien sûr un objectif de décarbonation, une étape en 2030 et une ambition en 2050 de contribuer à la neutralité carbone sur les chaînes de valeur où nous sommes présents et sur nos territoires. Alors, on aimerait bien pouvoir participer à la planète dans son ensemble, mais bon, à notre échelle, déjà, essayons de le faire sur nos territoires. On le fait sur nos produits, mais j'insiste sur la notion de chaîne de valeur, c'est-à-dire il y a notre produit, mais ce produit s'inscrit dans tout un tas d'autres choses, et il faut que toute cette chaîne se décarbone. Si on se décarbone tout seul, ça ne suffira pas, au risque même de créer des externalités négatives qui seraient pas bonnes. Alors, voilà, la chaîne de valeur, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça part des matières premières jusqu'à donc la période de construction. Bon, je pense bien sûr aux bâtiments ou aux infrastructures. La période d'usage, qui est à peu près 50 ans ou 100 ans même pour certains ouvrages.
Le viaduc de Millau, le pont de Millau, c'est 120 ans de garantie, par exemple. Ensuite, il y a le moment de la démolition et le recyclage. Puisqu'on recycle énormément, en fait, ça n'est pas très connu, mais le béton, dans le béton ou en sous-couche routière, il y a énormément de solutions. Et toutes les petites cases que vous voyez en dessous, ce sont les actions que nous menons sur chaque élément de la chaîne de valeur. Donc on se décarbone chez nous, notre produit, nos services, mais on fait aussi en sorte que nos produits aident à décarboner, encore une fois, le territoire sur la chaîne de valeur de la construction. On a quelques exemples concrets pour reprendre la question de décarbonation. Je ne vais pas tout lister ici, mais je suis disposé bien sûr à répondre aux questions après. On a un très gros projet de construction donc d'une unité de production d'argile calcinée. C'est un truc qui va pouvoir substituer le clinker. C'est le truc dans le ciment qui concentre en fait le CO2. Et donc, avec cette technologie-là, on va pouvoir réduire significativement la quantité de clinker, le truc carboné. Donc, on est en train de construire ça en France, là, à côté de Nancy. On utilise, pour la partie énergétique, donc 1/3 de nos émissions de CO2, de plus en plus de déchets, avec une valorisation énergétique, bien sûr, mais aussi matière, puisque les cendres des déchets, il n'y a pas de mâche-fer. Les cendres des déchets sont incorporées dans la formule de la chimie minérale de la fabrication du ciment. Il n'y a pas de déchets ultimes. Donc c'est une vraie valorisation intégrale, énergétique et matière. Et on le fait partout. Là, la petite photo à droite, c'est une installation au Sénégal. Donc on ne le fait pas qu'en Europe, hein. On le fait partout dans le monde où nous sommes présents. On a des solutions de recarbonatation de matière, de manière à stocker de manière permanente le CO2 de notre cheminée dans du granulat, là par exemple, ici avec cette start-up anglaise avec laquelle nous sommes actionnaires maintenant. Nous avons bien sûr aussi développé une offre qui s'appelle Deca, alors voilà, comme décarbo, ça fait aussi penser au café, mais là c'est la décarbonation, et une offre de services, de matériaux, de produits, etc., de manière à ce que les clients s'y retrouvent, parce que c'est bien de se décarboner, mais si nos propres clients ne comprennent pas en fait quelle est notre offre et notre proposition de décarbonation, ça ne sert à rien. Donc là, on l'explicite clairement dans notre offre. Ce qui est important aussi, c'est la sobriété. Il faut commencer par réduire en fait la consommation de béton. Alors vous allez vous dire, il est en train de se tirer une balle dans la tête. Non, en fait, on peut très bien réduire la quantité de béton, mais y mettre plus de valeur ajoutée pour avoir à la fin un bilan économique qui se tienne toujours. Parce que si économiquement les solutions ne sont pas viables, si ça ne fly pas, comme on dit dans les business plans, c'est mort. On ne peut pas survivre avec des subventions ad vitam aeternam. Donc il faut que ça se tienne économiquement. Bon. Donc là, on propose des solutions d'impression 3D béton. Alors c'est concret, hein, on a un atelier à Chambéry avec un robot, comme on aime là, et un bras robotisé, qui donc fait des objets structurels qui peuvent être de 6 mètres de long, 3 mètres de haut, enfin on est dans le lourd. Hein. Et là, nos premiers clients, ce sont des maisons pour les poissons. Voilà, on a eu plusieurs commandes là encore pour installer ce type d'éléments imprimés en 3D donc, au large des côtes. On réfléchit aussi à l'intégration de la cimenterie sur son territoire pour demain. C'est-à-dire qu'on est passé finalement de l'image de la cimenterie, de l'industrie lourde, qui est derrière dans not in my backyard, hein, comme on dit, hein, je ne veux pas avoir ça derrière chez moi, donc à une nuisance. On fait en sorte que ça passe à une opportunité. J'ai parlé des déchets tout à l'heure, c'est une opportunité que d'avoir un site comme celui-là qui va en fait transformer les matières et les énergies, y compris les déchets, y compris les énergies renouvelables, en quelque chose de nécessaire pour la consommation du territoire local, en l'occurrence pour la construction. Mais au travers de notre décarbonation, donc il faut capturer à un moment donné le CO2 à la cheminée et il faut en faire quelque chose. Donc il y a des solutions pour le CCS, donc Carbon Capture and Storage. Donc on capture le CO2 et on va l'enfouir en mer du Nord ou ailleurs. Bon, c'est une solution qui est importante, hein, que nous regardons bien sûr. Mais une autre solution que l'on aime bien, c'est la valorisation du CO2. Parce que dans CO2, il y a C, c'est le carbone, c'est la base de la vie en fait, sur Terre. Dans un bonhomme comme moi, 13 kilos en moyenne, moi j'en ai peut-être un peu plus, de carbone. Et donc c'est la vie. Donc c'est comment faire pour que ce CO2 puisse être revalorisé en fait sur le territoire.
On fait des productions de microalgues, par exemple, sur le site de Montalieu. Ça ne nous décarbone pas beaucoup parce que c'est des toutes petites quantités, mais ça permet de créer un business de production de microalgues pour de la spiruline, sur le territoire, tout en étant intégralement décarboné, en utilisant notre CO2 et notre chaleur. Et avec le CO2, on peut aussi, en le combinant à de l'hydrogène, alors le titre de cette slide, vous voyez à gauche, c'est hydrogène, on combine de l'hydrogène avec du CO2 pour faire des molécules de synthèse. Et là, on rentre dans le méthane, le méthanol, le kérosène, l'éthylène, etc. Donc tout un tas de molécules qui sont nécessaires pour la consommation. Donc on a un très très gros projet sur notre site de Montalieu-Versieux, donc pas très loin d'ici, c'est la plus grosse usine de France, pour combiner, donc on est avec une filiale de EDF, la filiale Hynamix, spécialisée dans l'hydrogène, qui donc, si ça marche, on produirait de l'hydrogène sur le site, on capture le CO2, on combine les deux, on fait du méthanol pour adresser notamment le marché du transport maritime décarboné. Voilà. Et ça, c'est l'usine de la photo de l'usine en question, donc au bord du Rhône, à Montalieu-Versieux. J'en ai fini. Plus que complet. Philippe Roux. Oui, alors moi, vous ne pourrez pas prendre de photos des slides, je crois qu'il y a eu un petit problème là-dessus. Donc, je vais plutôt vous raconter, vu d'une PME, pratico-pratique, comment on a démarré notre approche réduction de carbone. Ça a commencé en 2015, quand le PDG de la boîte, donc là on est dans une démarche top-down, ça paraît capital pour que ça avance dans vos entreprises, est tombé sur le rapport du GIEC et il s'est dit « Oups, je laisse quelque chose pour mes petits-enfants qui ne sont pas terribles ». À l'époque, il venait de reprendre la société qui fête ses 70 ans en 2023, avec des objectifs de croissance, d'industriel classique. Et on a complètement shifté, en commençant par le CODIR, en disant voilà, il faut qu'on essaye de continuer une croissance d'entreprise, parce que c'est la pérennité, ça permet d'innover, ça permet d'apporter toujours un service de qualité à nos clients, mais en travaillant aussi sur notre empreinte carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2015, ça s'est fait par petits bouts, alors ça je pourrais vous raconter si vous avez plus de temps, mais c'est peut-être l'objet de cet après-midi, comment on emmène petit à petit les managers, les collaborateurs, par des petites mesures au début, puis on commence à emmener un petit peu nos clients, nos fournisseurs, etc. Toute la chaîne. Donc, le côté chaîne me plaît beaucoup parce que c'est effectivement, on ne peut pas jouer tout seul. Ça, c'est un point qu'il faut déjà intégrer. Et donc, ça a commencé par des mesures d'accompagnement pour les collaborateurs, pour les inciter à venir avec des transports doux, à utiliser les structures de transport en commun. Financièrement, on aide les collaborateurs. Donc, il faut qu'il y ait une vraie volonté de direction pour que ça bouge. Et puis, quand on commence à faire ces petites mesures au début, qu'on emmène petit à petit tout le monde, eh ben c'est comme l'innovation et la qualité, c'est du poil à gratter. C'est ce qui fait que les idées vont sortir des équipes et qui vont nous amener d'autres solutions. Donc tout ça, ça a été une phase un petit peu, au début ça paraît un petit peu long, hein, c'est l'aspect aspirateur. Alors on n'était pas dans le greenwashing, on était dans le greenhushing, si vous connaissez. On fait le truc et on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis ensuite, parce que si vous voulez avoir des actions qui servent, il faut pouvoir mesurer d'où vous venez, où vous voulez aller. On parle de trajectoire, d'objectifs. Donc on a commencé à accumuler de la data. En tant que PME, on construit, on conçoit, on a notre R&D. On vient peser la vis de 15, la tôle d'aluminium, on regarde d'où elle vient, on utilise des facteurs d'émission d'ADEME ou d'autres logiciels. Enfin, il y a plein de solutions qui permettent de commencer à valoriser l'impact réel de votre produit. Alors on va parler d'analyse de cycle de vie, on va parler de PEP, on va parler de différents outils qui nous permettent de valoriser ça, et on rentre tout ça dans un BI. Donc BI, Business Intelligence, c'est un logiciel complètement open source sur lequel on vient rentrer nos données aussi bien RH, comment les gens viennent à l'usine, avec quels moyens de transport, quelle distance. On va rentrer les données du bureau d'études, d'où viennent nos pièces, comment on choisit nos sous-traitants, quelle distance et quel mode de transport les pièces vont prendre pour être assemblées en finale. Et puis, on va travailler sur l'aval. Donc là, on est dans le scope 3, amont, aval, à savoir nos produits qui durent 10 ans au moins installés. On travaille sur des produits qui sont plutôt... l'obsolescence programmée est un mot banni chez nous, clairement. Donc, c'est vraiment l'ADN de la boîte depuis longtemps. Comment on va faire pour améliorer l'impact chez nos clients ? Notre action, nous, on fait des alimentations électriques. C'est de la conversion d'énergie.
Il y a du stockage d'énergie, donc il y a des batteries. Comment on fait mieux durer les batteries, comment on les exploite mieux, comment on va améliorer les rendements de conversion d'énergie. Donc tout ça, c'est de la R&D, c'est de l'innovation, ce qui fait que notre produit va avoir un impact qui va être bien plus important sur son cycle de vie carbone pendant ces 10 années d'usage que sur sa construction. Et si vous avez fait de l'éco-conception, sur son recyclage. Donc voilà, en fonction du type d'application ou d'activité que vous avez, on va pouvoir jouer sur les différentes phases de vie. Et on essaye, nous, à notre niveau, de travailler là-dessus. Alors, c'est beaucoup d'énergie, mais par contre, ça a un gros effet vertueux parce que ça attire des talents. Et ça, aujourd'hui, je crois qu'on en parlait en entrée de conférence. Le recrutement est un vrai problème. Et aujourd'hui, les gens qui cherchent du sens, qui cherchent d'avoir, on va dire, de se sentir dans une économie circulaire, on n'est pas encore là, on y travaille. Mais on travaille sur la deuxième vie de nos produits. Ça nous permet d'attirer de nouveaux talents, très clairement. Et je reste à votre disposition. Alors, j'aurais aimé vous montrer sur un slide, mais vous allez me croire sur parole. Ça, c'est un monitoring instantané de notre empreinte carbone. Voilà. Au même titre qu'en tant que directeur commercial, j'ai les entrées commandes, le chiffre d'affaires de la veille, etc. Et ben, je sais exactement l'empreinte carbone avec ce qu'on sait mesurer aujourd'hui, c'est-à-dire nos déplacements domicile-travail, déplacements professionnels, consommation de l'usine, d'où viennent mes produits. Voilà, on a un indicateur carbone et ça nous permet vraiment de faire des choix. Très clairement, on arrête d'envoyer des commerciaux au Moyen-Orient pour prendre des marchés là-bas, parce que quand on regarde l'empreinte carbone d'un vol aller-retour Dubaï, il vaut mieux se recentrer sur l'Europe. Et c'est un choix de l'entreprise qu'on a fait. Ça a des impacts financiers, forcément. Alors, quelques réactions là, après ce premier tour de table. Guillaume. De Guillaume. Me concernant, en regardant les solutions, en particulier autour de la construction de start-up, il y a énormément d'acteurs qui commencent à fabriquer des nouveaux matériaux qui sont issus de matériaux de construction recyclés, réadaptés, etc. Est-ce que vous avez un rôle là-dedans et est-ce que vos savoir-faire ne peuvent pas être les zones de production de ces nouveaux matériaux ? Oui, et ils le sont en fait. Effectivement, hein, on peut faire bénéficier de notre savoir-faire, expérience, laboratoire, chercheurs, pour pouvoir faire décoller des nouvelles solutions. On a développé il y a une quinzaine d'années, par exemple, une nouvelle formulation de ciment qui émet moins de CO2. Bon, quand on l'a mis sur le marché, tout le monde s'en foutait. C'était trop tôt. Voilà. Mais on travaille donc effectivement avec des startups de manière à pouvoir utiliser ces matériaux. Je vous montrais tout à l'heure une slide d'une startup, anglaise en l'occurrence, qui est venue avec une solution pour carbonater très rapidement en fait des cendres pour pouvoir faire du granulat avec un stock carbone dedans. Ça fait partie de ce type de solution. Sur l'impression 3D, il y a une autre start-up aussi en région parisienne qui avait commencé à proposer des solutions. On a aussi travaillé avec elle et réalisé 6 maisons d'ailleurs à côté de Reims en impression 3D de manière à prouver que ça existe. Maintenant, il y a aussi des solutions avec du biosourcé. On l'utilise. On a fait un béton avec un béton de chanvre. Donc avec de la matière biosourcée dedans, avec de superbes caractéristiques en fait, parce que c'est perspirant et ça permet d'avoir une isolation en même temps. Maintenant, dans le monde, on consomme à peu près 4,5 milliards de tonnes de ciment par an. 4,5 milliards de tonnes par an. En France, c'est 20 millions de tonnes. Donc vous voyez, c'est colossal. Il y a des solutions qui existent. Des choses très intéressantes que nous regardons aussi en laboratoire. Encore une fois, on aide les chercheurs et les startups à se lancer. Mais il faut réussir à trouver une solution qui nous permette de satisfaire le monde entier qui a besoin de construction pour le logement, l'infrastructure. Parce que, allez voir, nous sommes en Afrique aussi. Hein. Ils cherchent à avoir leurs infrastructures, leur logement, c'est normal. Et il faut qu'on puisse aussi leur proposer des solutions rapidement. Et donc, c'est pour ça que en parallèle de l'accompagnement des startups sur les nouvelles formulations, on travaille aussi sur les solutions qui permettent de décarboner déjà le ciment tel qu'il existe aujourd'hui pour pouvoir aider les autres pays dans cette démarche. Merci. Guillaume Decailleux, vous venez de vous rentrer de Pau. Les 2 plus belles expériences, si vous pouvez nous en citer pour nous faire partager un petit peu ce que vous avez vu à Pau.
Oui, alors à Pau, il y a eu 9 témoignages d'entreprises, d'industries qui ont déjà entamé leur process de décarbonisation et qui venaient donc présenter leur expérience. Et j'en retiens 2 qui sont pas mal opposés. Il y a le site de Lac qui est en train de connaître une profonde transformation avec gros enjeux, gros budget pour aller vers le CCUS. Donc on a eu une présentation assez large de tous les acteurs qui gravitent autour de ce projet long terme. Et j'ai aimé aussi un acteur local qui fait les tonneaux pour le cognac et qui avait attaqué aussi son efficacité énergétique il y a quelques années. Un gars passionné et qui est dans l'innovation, dans l'innovation permanente, toujours à aller s'intéresser aux solutions, aux nouvelles solutions existantes pour aller baisser sa conso, décarboner, soit par comme disait monsieur, soit par des changements d'usage ou de comportement, soit avec des nouvelles technologies. Donc il y a autant de solutions de décarbonation qu'il y a d'acteurs qui en ont besoin. Oui, il y a besoin d'innovation, mais il y a déjà énormément de solutions et c'est un peu le but de cette plateforme, de déjà aller labourer sur l'existant, le mettre en avant et faciliter la création d'un marché de la décarbonation qui lui aussi va entraîner les startups, les entreprises vers l'innovation. On est qu'au... Voilà. La décarbonation, ça existe, je pense, ça a accéléré depuis l'arrivée du numérique, quand la data a rencontré l'atome. Mais on n'est qu'au début, au début du phénomène. Et coup de peau ou malchance, on a cette crise énergétique et on a ce besoin drastique de décarbonation qui nous oblige à être lean et avoir ces solutions de décarbonation mises à disposition de tous les acteurs. J'étais il y a quelques jours à Annecy dans une rencontre équivalente et ce qui m'a marqué, c'est les dirigeants d'entreprise qui disent « je ne sais pas par où commencer ». Qu'est-ce que vous leur répondez ? Eh ben, il y a un site, je pense que le début, parce que c'est vrai, il y a tellement de solutions, on ne sait pas où taper. Donc on essaie de consolider tout ça et le nom est assez simple à retenir, jeudécarbone.fr et à partir de là, il y a la mise au contact est immédiate. Merci. Alors il y a quelque chose moi qui m'a intéressé dans vos propos, c'est que finalement si on entame une logique de décarbonation, c'est aussi très très bon pour le recrutement et pour ça RH. Oui, je confirme. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une entreprise familiale. Et donc c'est la 7e génération qui est aux commandes, la 8e est en train de se préparer. Et ce sont des jeunes. Donc eux-mêmes, en fait, quand ils discutent avec les actionnaires principaux, la famille, dis donc, ton truc là, c'est sympa, mais est-ce que c'est pérenne ? Est-ce que c'est bien que moi, jeune, je reprenne une boîte qui est dans le ciment ? Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui sont posées au niveau de la holding familiale et croyez-moi, c'est passionnant parce qu'ils se posent vraiment les bonnes questions, ils mettent les vrais problèmes sur la table et du coup, ça guide toute notre stratégie. C'est pas simple, hein. Et ça guide toute notre stratégie et ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise après quand on rencontre les jeunes talents pour leur expliquer ce que l'on fait. La notion de priorité est extrêmement importante. Il faut, nous sommes des entreprises privées, donc il faut trouver tout d'abord les solutions qui permettent à la fois de se décarboner tout en créant des nouveaux business ou à minima de maintenir le business que l'on a. Et ça existe. Parce qu'en fait, on ne s'est pas toujours posé les bonnes questions. Il y a des secteurs, la construction notamment, qui est extrêmement conservateur. C'est des milliers, des centaines de milliers d'emplois dans la construction. Les maçons, pour le geste de construire une maison et tout le second œuvre, on ne remplace pas ça comme ça dans le monde entier d'un claquement de doigts. Donc il faut trouver les solutions qui nous permettent de se décarboner tout en ayant un intérêt économique. Et donc il y a ces solutions, évidemment, on commence par celle-ci. Et on attaque toutes les technologies compliquées de CCUS de manière à être prêt
quand on aura éclusé vraiment toutes les solutions, on va dire, faciles pour attaquer le dur. Et nous ne sommes pas en reste là-dessus. Philippe Roux. Oui, alors le recrutement, c'est un sujet qui est compliqué. Moi, je m'occupe d'associations professionnelles aussi. Ça revient régulièrement sur la table. C'était pas l'objectif, hein, je précise, quand on a commencé. C'était vraiment une projection, pas forcément de croissance. Alors, pour info, quand même, parce qu'on parle des recrutements, mais il y a aussi un autre partenaire important d'un industriel, c'est le financement. Et aujourd'hui, nous, on est sous LBO. Donc un LBO, par définition, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt on va chercher la rentabilité, court terme, etc. Enfin voilà, court terme, quelques années. Ce qui est intéressant aussi dans le monde des investisseurs, c'est que le curseur est en train de bouger. Notre fonds d'investissement qui au départ nous avait pris, parce que la boîte était saine et qu'il voyait des perspectives de croissance externe, a complètement changé sa façon de voir les choses. Et aujourd'hui, nous incite plus à continuer plus loin dans notre approche carbone en disant ok, laissez tomber la croissance à 2 chiffres en rachetant des boîtes, en les en fonctionner mieux, etc. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de vous utiliser comme laboratoire pour montrer qu'on peut faire de l'investissement durable. Et aujourd'hui, les entreprises, quand on parle de valorisation d'entreprise, il n'y a pas que l'action qui compte. Quand on est actionnaire, c'est bien, mais c'est quel est le projet à long terme et comment on va embarquer ou garder des talents. Parce que ce n'est pas tout de les embarquer, il faut les garder. Je vous donne une petite anecdote. Quand vous avez des commerciaux, j'ai une équipe d'une quinzaine de commerciaux qui sont challengés, qui ont des objectifs de croissance de chiffre d'affaires, et qu'en entretien annuel, ils ont un de leurs 5 objectifs qui est de réduire leur empreinte carbone, je peux vous dire que le sujet de l'entretien annuel, il est plus sur le chiffre d'affaires. Il est comment je vais faire. Tu me demandes de faire que 30 000 km, tu me demandes d'utiliser ma voiture hybride rechargeable comme ça et pas comme ci. Il ne faut pas que je consomme plus. Mais comment tu veux que je fasse ? D'un point de vue managérial, c'est un bonheur. Mais bon, et ça revient après. Donc les négos, elles sont plus du tout au même endroit. Ça, c'est l'anecdote pour vous dire qu'on est en train de faire changer les curseurs en fait avec cette approche-là. C'est ça qui est intéressant. Et c'est intéressant quand tous les collaborateurs sont impliqués. Pas seulement un top management, pas seulement un comité qui va s'occuper de... On va lui donner la patate chaude. Fais-nous une belle empreinte carbone. Encore une fois, si toute l'entreprise n'est pas embarquée... Bon courage. Enfin, voilà. Nous, on est pratico-pratique. Hein. Une PME de 70 personnes, ça doit aller vite. Et on a vu que c'est quand on a réussi à emmener tout le monde, qu'on a commencé à voir des gens se challenger entre eux. Tiens, tu as pris un vélo électrique, toi aussi. Les commerciaux qui faisaient des concours de consommation à la baisse alors qu'ils avaient plutôt tendance à appuyer. Voilà. Et là, on se dit qu'on a commencé à apporter la petite goutte d'eau du colibri. Vous connaissez l'histoire. Hein. Et c'est un comportement individuel avant tout. Guillaume. Oui, j'allais dire... Il ne faut pas prendre le sujet comme un pas de géant pour l'humanité, mais comme une somme de petits pas pour chacun des collaborateurs. Alors peut-être que la somme de tous ces petits pas, ça ne fera pas beaucoup de tonnes de CO2, mais ça fera un changement de mindset qui va tout changer pour l'entraînement de l'ensemble de l'équipe et pour vos clients aussi et pour l'ensemble de l'écosystème. Et puis, vous savez, dans l'industrie, dans l'automobile, on a toujours parlé de motoristes. Et on est construit pour se dire au cœur du machin, il y a les meilleurs, ceux qui connaissent le mieux le sujet et qui entraînent tous les autres. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le fabricant du moteur de sa voiture électrique ? Personne. Et on s'en fout. Donc en fait, le motoriste de l'automobile, on s'en fout. Et donc peut-être que la solution de demain, chez vous dans le ciment, chez Schneider, partout, eh bien, ça va venir d'un des collaborateurs qui va amener un truc incroyable. Et peut-être que demain, en fait, vous participerez à fabriquer des bâtiments extraordinaires et que vous ne ferez plus de ciment. Pourquoi pas ? Ah oui, les solutions, effectivement, viennent souvent des collaborateurs. Et ce qui est important, c'est qu'au plus haut niveau en fait, du management, et en fait, ça commence par notre président, directeur général, il écoute toutes les idées. Et on avait mis en place, et on va le remettre en place, une solution qui s'appelait Creavica, où il y avait 6 domaines, pas seulement sur l'énergie ou la décarbonation, mais il y avait aussi l'organisation, la sécurité, qui était sujet à innovation. Et donc, il y avait une prime à la clé. Et ça marche très très bien. Et on va le remettre en place parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y a plein de solutions qui étaient sorties à l'époque. Et on va recréer ce mindset. Hein. C'est extrêmement important. Il faut que tout le monde soit embarqué. Et c'est comme pour la sécurité des personnes. Ça commence au top management en fait. Si le top management n'est pas convaincu et ne donne pas les bons messages, les gens ne vont pas suivre. Et puis il y a la rémunération aussi. Hein. Alors,
Nous sommes dans les 10 dernières minutes de cette conférence et comme vous m'avez fait le plaisir de venir nous écouter, nous on a envie aussi d'entendre vos questions. Alors je sais que la première question n'est jamais facile, mais y en a-t-il? Et je tends mon micro. Bonjour, alors je ne me rappelle plus de votre nom, mais c'est le deuxième speaker. Je voulais savoir si la plateforme dont vous avez parlé, elle est gratuite, parce que c'était pas clair s'il fallait s'inscrire ou si c'était... Complètement gratuite, oui. Elle est complètement gratuite. Merci. La seule, c'est pas une contrainte, mais il y a un comité au sein du CFNSE qui va vérifier que la solution de décarbo que vous allez mettre en place et en visibilité, ça ne soit pas du fake. Donc on a des solutions avec un TRL encore très bas, au niveau prototype, et bienvenue. Mais il y a quand même une petite vérification que le sujet soit vraiment un sujet de décarbonation. Prochaine question. Oui. Bonjour à tous. J'avais également une question du coup au sujet de la plateforme qui m'interpelle. Vous avez parlé de PME. Est-ce que c'est uniquement applicable pour les PME justement, ou est-ce que des grosses entreprises et des acteurs, on va dire, un peu plus lourds proposent aussi différentes choses à travers cette plateforme? Ah oui, j'ai peut-être pas été assez fort sur le sujet. Donc derrière la plateforme, ou à l'origine de l'initiative, il y a 15 entreprises membres du CSF-NSE. Et là, on retrouve des grands groupes, Schneider, des énergéticiens, des entreprises moyennes, mais on a un parcelle. Donc non, les pourvoyeurs de solutions sont de toute origine. Ouais. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour, merci pour vos différentes interventions. Dans décarbonation, j'entends aussi relocalisation dans le scope 3. Quels conseils vous pouvez donner à l'écosystème pour accélérer réellement la relocalisation ou la renaissance industrielle en France? Je peux tenter de répondre. Merci pour ça. C'est important effectivement que l'on puisse relocaliser et déjà éviter de délocaliser. Je n'ai pas parlé de réglementation. C'est pas simple. Se décarboner dans un milieu réglementaire complexe, c'est pas simple. Mais bon, c'est un autre. Enfin, s'il y a des questions là-dessus, j'y répondrai volontiers. Donc, mais la relocalisation, ça nous importe aussi nous, en fait, en tant que grands acteurs, hein, quand nous achetons des produits, des services. Et en fait, on doit aussi faire un reporting extra-financier sur le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et donc, on a établi une charte récemment visant à ce que nos fournisseurs produisent le plus proche possible des lieux de consommation, pas seulement en France, parce que nous ne sommes pas seulement en France, hein, donc là où nous sommes implantés. Et nous avons aussi lancé une formation de tous nos acheteurs de manière pour les sensibiliser significativement à cette démarche, au niveau du monde, hein, sur nos 12 pays. La formation s'est tenue là, il y a quelques mois récemment dans la région. Je peux peut-être rajouter un mot. Donc, si dans les critères de choix, vous ne valorisez pas le carbone, vous fabriquez tout en Chine. Clairement. Aujourd'hui, on a fait l'exercice. On a discuté sur une conférence précédente avec direction d'un grand groupe de transport public français qui nous annonçait la mise en place dans leurs appels d'offres d'une pondération de 100 € la tonne carbone pour le choix de leurs fournisseurs. 80% des achats de la SNCF, c'est leur empreinte carbone, clairement. Voilà. Et 100 € la tonne, on a fait l'exercice. À 200 € la tonne, on ne fabrique pas en France. Clairement. Donc on fait aujourd'hui, s'il n'y a pas une vraie volonté, pas qu'économique, mais une volonté de garder de la proximité. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, pendant le Covid, on a pu continuer à fournir. Tout le monde était fermé, on avait nos fournisseurs de proximité, on a pu continuer avec le même taux de service chez nos clients. Ça, c'est important dans la relocalisation. On ne parle pas de souveraineté, d'indépendance. Voilà. On est une PME, hein, encore une fois. Mais pouvoir continuer et en profiter d'utiliser ce levier carbone
qui va être potentiellement intéressant pour certains clients, parce que c'est toute la chaîne qu'il faut impacter. Hein. Aujourd'hui, on a des clients, des grands comptes mondiaux qui sont nos OEM, qui viennent nous chercher. Quelles sont vos stratégies carbone? Quel label préparez-vous, etc., etc. Bon, quand on leur montre notre indicateur journalier, ils nous disent « Ok, on revient dans 4 ans ». Vous avez le droit de jouer pendant 4 ans, il n'y a pas de problème. On va mettre en place des labels, parce que c'est important aussi non seulement de travailler en interne, avec toute la bonne foi qu'on veut, le côté référentiel, il est capital aujourd'hui. C'est choisir le label qui vous correspond, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que la relocalisation, c'est comme pourquoi on fait ça en fait. Il faut avoir une vraie volonté. Et moi, j'apprécie beaucoup que votre PDG soit aussi dans cette approche-là. Nous, c'est vraiment le patron de la boîte qui a fait descendre l'info. Et ça peut être au service des modèles économiques aussi. Hein. Moi, j'ai des baskets Salomon au pied. Je pense que vous êtes un certain nombre à avoir suivi. Alors, ce modèle-là, il est 100% recyclable. Je crois que c'est la première paire de baskets 100% recyclable, qui est un vrai enjeu industriel. Mais Salomon a participé avec Chamatex à construire ASF 4.0, où on fabrique des baskets en France, dans une usine en France, mais avec un modèle économique complètement différent, parce que c'est petite série, quasiment on demand, et donc c'est repenser le modèle de masse. Je crois qu'il y a 95% des baskets au monde qui sont fabriquées en Asie, et là on réinvente des modèles économiques. Donc si on ne repense pas l'intégralité du modèle, en effet c'est pas intéressant, c'est pas rentable, etc. Mais si on le pense comme ça, il y a des vraies choses à imaginer. Alors pour conclure cette table ronde, le maître mot, donc finalement c'est oui, j'y vais, je peux m'inscrire sur une plateforme pour commencer à décarboner. Le réglementaire, il faut peut-être demander aux politiques, justement dans les appels d'offres, de mettre un petit cap suffisamment intéressant pour faire travailler les boîtes françaises. Le mot de la fin, Guillaume. Je dirais oui, j'y vais, bien sûr, j'y vais, mais en fait, demandez à vos équipes, demandez qui est-ce qui est prêt à s'investir dedans. Il est certain que les gens vont lever la main. Alors peut-être sur des petits bouts de machin, mais encore une fois, dans le monde des startups, vous savez, on parle d'agilité, quoi. C'est-à-dire qu'on parle par sprint de 15 jours. Pensez à ce que vous allez faire dans les 15 jours qui viennent, et ce sera peut-être plus efficace que de penser à 3 ans ou 10. Oui, donc, vous le disiez tout à l'heure, il n'y aura pas de grand soir de la décarbonation. Donc allons-y à petits pas, mais à petits pas rapides. Et à nouveau, les solutions sont là, et le target est fixé par la stratégie nationale bas carbone, 80% d'ici 2050, donc il faut attaquer maintenant. Eric. Alors nous sommes au salon Global Industrie. L'industrie est une chance pour se décarboner. Ce n'est pas un problème, c'est une chance. C'est un moyen très très fort sur des grosses masses pour aller vite. Et vous pouvez compter sur l'industrie en France. Là je parle pour Vicat bien sûr, mais je peux vous dire que les nombreux acteurs industriels que je rencontre sont très motivés et vont tous dans le bon sens. C'est à moi le plus. Ça serait le mot de la fin. Les petits pas, ça me paraît important, parce que la montagne paraît toujours grosse, mais petits cailloux, ça va vite. Et surtout, n'attendez pas pour commencer, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir savoir d'où vous partez pour savoir où vous allez. Et ça, ça nous a vraiment, quand on a commencé à voir nos données qui s'accumulaient, qu'on a pu commencer à les visualiser, ça nous a fait changer complètement certains sujets. On s'est rendu compte que les fournisseurs, ça pesait extrêmement lourd. On change le cap sur la façon de travailler, designer les produits, etc. Donc le compost dans la cour, c'est sympa, mais c'est pas ce qui va changer et sauver le monde. Donc c'est une toute petite goutte, ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, et surtout échanger entre acteurs économiques, entre industriels. Voilà. C'est aussi l'intérêt de ces conférences-là, c'est de prendre quelques idées et surtout peut-être de démystifier la montagne qui nous attend. Tout le monde peut avancer. Messieurs, merci beaucoup d'être venus, répondre à nos questions. Merci aussi au public. Je pense qu'on peut les applaudir.